définition assez simple du storytelling? Alors, ça dépend ce qu'on entend par ce qu'on veut mettre derrière le mot storytelling. Est-ce que c'est le phénomène qui a émergé dans les années 90 pour l'utilisation de raconter une histoire dans un but politique, puis ensuite dans un but marketing ou de vente, ou alors, si on reprend l'étymologie, c'est-à-dire que storytelling, je raconte une histoire. Donc en fait, le storytelling, c'est juste savoir raconter une histoire qui intéresse quelqu'un. Et fondamentalement, le storytelling, c'est une structure de l'histoire, puisqu'il y a des histoires qui marchent bien, il y a des histoires qui marchent pas. Et en fait, maintenant, on sait ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, en fait, dans une histoire. Donc, vous nous parlez d'un storytelling politique ou alors commercial. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de storytelling? Alors, le storytelling, il existe bien avant presque la politique et la vente, entre guillemets, puisqu'en fait, j'imagine que même à l'époque préhistorique, autour du feu, ils se racontaient des histoires. Donc, l'histoire en tant que telle, l'histoire pour intéresser l'autre, elle a toujours existé, partout, dans toutes les cultures. Maintenant, l'utilisation du storytelling, donc de l'histoire en tant que telle, comme un outil, soit de propagande, soit de conviction. En tout cas, ça a été surtout commencé dans les années 90 en politique, où on va essayer de focaliser toute l'attention d'une population sur un récit en particulier qui va le passionner, et où on va créer en fait une réaction émotionnelle par rapport à une histoire. Et donc en fait, c'est quelque chose qui va être repris sur du storytelling de vente. En fait, storytelling de vente, c'est vendre n'importe quoi, c'est pas forcément un produit, mais ça peut être vendre une idée, ça peut être vendre n'importe quoi comme concept. Et donc là encore, c'est structurer son discours de façon à ce qu'il soit convaincant et en agissant en fait sur les émotions, sur le cerveau émotionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du coup de cette émotion et du facteur qu'elle a sur le cerveau? Oui, alors ce qui est intéressant, effectivement, le storytelling, il va jouer sur l'émotionnel. Alors avant même de savoir comment ça joue, c'est surtout pourquoi il faut jouer là-dessus. Et là, fondamentalement, il faut revenir sur le fonctionnement du cerveau pour l'achat. Donc je m'intéressais plus au storytelling de vente, mais c'est vrai également pour acheter une histoire, acheter un concept. En fait, la réflexion qu'on peut avoir par rapport à un achat, par exemple, si vous comparez quelques appareils photo, vous avez des exigences techniques, il faut du 4K, donc vous comparez des modèles. Ça se fait dans le cortex, où en fait, qui est très analytique, qui compare A avec B, avec C, avec D. On l'a tous vécu. On réfléchit pendant une demi-heure à quel appareil des trois je vais acheter. Et à un moment donné, on a comme un espèce d'interrupteur d'achat qui fait qu'on bascule dans la décision de sortir sa carte bancaire. Et cette bascule dans ce moment très précis, assez rapide, qui est d'un coup, j'ai décidé. Et je crois qu'on a tous vécu ce moment où on n'arrivait pas à choisir et d'un coup, on bascule dans la décision. Il se fait dans le cerveau reptilien qui réagit en fait sur deux stimuli, donc qui est le cerveau primitif et qui réagit sur deux stimuli qui sont l'envie et la peur et tous les dérivés de l'envie et de la peur. Donc en fait, fondamentalement, de s'adresser à l'émotionnel qui est l'interrupteur d'achat. Alors là, ça peut être un achat d'un produit, mais ça peut être l'achat d'une idée. Et donc si c'est du politique, fondamentalement, c'est l'achat d'un discours, entre guillemets, là pour être dans l'actualité. Si on nous occupe l'esprit avec des histoires de Covid et qu'on fait des rebondissements sans cesse, comme on sait que le storytelling existe, on peut se demander, à juste titre, si c'est des histoires pour nous faire patienter, pour nous amener quelque part ou pour nous occuper l'esprit pendant ce temps-là, on va faire autre chose qui sera moins visible. Donc on peut très bien imaginer des gouvernements, alors là je suis pas en train de parler de la France en particulier, mais un gouvernement qui va inventer un joli storytelling, qui va mettre en suspense pendant plusieurs mois autour d'une thématique forte et qui pendant ce temps-là va faire passer des textes de loi qui sont complètement à l'opposé de ce que voulaient les gens qui avaient élu la personne politique en question. Et de façon générale, l'idée de s'adresser à l'émotionnel, c'est qu'il y a moins de capacité analytique. On n'est plus dans la réflexion, on n'est plus en train de réfléchir, on est en train de réagir. Et donc il y a plein de marques, par exemple, qui vont jouer là-dessus et qui vont essayer de créer de l'émotionnel pour que quelqu'un, par exemple, qui veut être beau, jeune et sans rides, achète une crème anti-rides à 450 € parce qu'il y a eu une histoire de quelque chose qui a raconté comment avec cette crème anti-rides, on devient beau et intelligent et tout ce qu'on veut. Après, il faut que ce soit crédible. Mais fondamentalement, ce qui touche à l'émotionnel, ça va être la structure de l'histoire. Ce qui va la rendre, en fait, ça va la rendre très très logique et très très fluide. Ok. Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire un storytelling? Est-ce que c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend? Et est-ce qu'il y a des techniques pour en fait axer du coup sur cette émotion?
Alors en fait, le storytelling, c'est une structure. Une histoire, c'est avant tout une structure. Donc en fait, on peut dire il y a du bon et du mauvais storytelling, mais à la rigueur, si ça suit pas la structure du storytelling, c'était plus du storytelling. C'est je pense raconter une histoire, mais c'en est pas une. Et la structure d'une histoire, quelle qu'elle soit, c'est toujours la même. Vous avez toujours une première phase de description qui est la description d'une situation. Ensuite, il y a une phase de description d'un problème qui arrive. Et en général, c'est là que les histoires marchent plus trop. C'est-à-dire que d'un coup, on part dans des aventures où on leur décrit des choses, on ne comprend pas trop bien d'où on part, où on va. Parce qu'en fait, le problème n'est pas un problème à conséquences. Donc il faut montrer, ou en tout cas les gens ne comprennent pas les conséquences, donc il faut montrer dans une troisième partie de l'histoire les conséquences du problème. Et donc ces conséquences vont entraîner un certain nombre de pérégrinations du personnage principal, qui peut être un produit de l'entreprise ou le client plutôt d'une entreprise. Plus souvent c'est ça, c'est qu'est-ce qui arrive au client, comment il va se retrouver en difficulté. Si c'est au niveau politique, c'est une population, voilà votre situation aujourd'hui, voilà les problèmes que vous rencontrez sur le terrain. Et les conséquences, c'est que si vous bougez rien, si vous continuez avec le gouvernement actuel, alors que j'y suis opposé, eh ben ça va aller de pire en pire. Et puis si vous pouviez avoir ça, et c'est là qu'on fait ces propositions politiques, si c'est du storytelling politique, il y aura tel ou tel élément. D'accord, donc on va par exemple, je sais que Obama a beaucoup travaillé sur le storytelling et donc il donnait pas juste des mesures en disant voilà ce qu'on va faire, mais il va dire voilà il y a une famille, elle vit à tel endroit, regardez à quel point c'est injuste ce qui lui arrive, elle a tel problème et elle a tel truc. Puis ensuite les conséquences c'est ça. Si on pouvait, alors à ce moment-là on a une espèce d'écart entre la situation aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui. On vous raconte ensuite le futur idéal. Qu'est-ce que ça serait bien qu'il y a ça? Donc ça, c'est la quatrième partie d'une histoire classique. Et dans le cas où on fait vraiment du storytelling de vente et qu'on est par exemple en face à face, on peut jouer sur des allers-retours. C'est-à-dire qu'on va décrire cette situation extrêmement frustrante et on va montrer à quel point elle est frustrante à cause des conséquences négatives. Puis on va montrer un futur rêvé pour dire mais non, en fait, votre vraie vie, c'est ça. Et donc en faisant des allers-retours, on va créer de la frustration. Et à un moment donné, quand on va dire, nous, on propose ça, si c'est politique, je propose ces mesures-là, ça devient presque une évidence que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est illustré par la vie d'une famille, de tous ses malheurs. Si c'est un produit, si c'est pour du marketing, eh ben Steve Jobs ça a fait très 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 bien ça, c'est-à-dire de faire des allers-retours entre regardez votre vie misérable aujourd'hui, vous êtes obligé de rentrer chez vous pour envoyer des mails, etc. avant de lancer l'iPhone, et puis on fait des allers-retours entre la situation actuelle, la situation rêvée, on crée beaucoup de frustration. Fondamentalement, le storytelling, s'il a un but de conviction, c'est créer de la frustration chez celui qui écoute pour activer le cerveau reptilien et lui proposer une solution qui va activer son envie de résoudre ce problème-là de la façon dont on a décidé dont il allait se résoudre. Donc en fonction des objectifs, on va avoir des storytelling très différents, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait la structure d'une histoire, elle est extrêmement cohérente depuis une histoire racontée à travers la pub d'un magazine, à travers un rendez-vous en face à face. Donc ça, moi j'appelle ça le speak selling. C'est je suis en face à face, j'interroge mon client. Ça va être encore la structure, situation, problème, conséquences négatives. Quel serait le gain si, et puis on propose une solution. Mais c'est vrai aussi pour des dessins animés. C'est-à-dire que si on regarde les dessins animés Pixar, le pitch du dessin animé Pixar, c'est il était une fois, mais un jour, à cause de ça, jusqu'à ce que finalement. Donc si on prend le dessin animé Nemo, c'est exactement ça. Il était une fois un petit poisson clown qui s'appelait Nemo, qui était orphelin de mer et qui avait une nageoire plus petite d'un côté que de l'autre. Alors ce petit détail qui paraît insignifiant est extrêmement important dans le dessin animé. Parce qu'on décrit une situation, donc on montre le petit poisson qui fonctionne en fait dans sa vie quotidienne. Et la particularité, c'est qu'il fait tout le temps le fier. Il fait le kéké, il montre qu'il veut être le plus fort. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a une nageoire plus petite que l'autre et donc il est complexé. Donc si on n'avait pas ce tout petit détail disant qu'il a une petite nageoire et une autre plus grande, il serait pas complexé et on comprendrait pas en fait pourquoi il fait tout ça. Donc dans une bonne histoire, il y a une structure, mais il y a aussi le fait de mettre obligatoirement les détails indispensables pour que la suite de l'histoire soit logique, pour qu'il n'y ait pas des incohérences psychologiques, par exemple, chez le personnage. Et du coup, ce qui va se passer,
c'est que le petit poisson clown, comme il fait le kéké, un jour il y a un problème. Le problème, c'est qu'il va faire le kéké un peu trop loin et passe la barrière de corail, et puis là, il se fait attraper par un pêcheur. Donc, évidemment, les conséquences, il se retrouve dans un aquarium à Sydney, il y a tout un tas d'aventures, jusqu'à ce que finalement, il y ait la fin heureuse. Imaginons que après la description de il fait le kéké, il part dans l'océan, on le dit, il y a un pêcheur qui a failli l'attraper, mais heureusement, il a réussi à s'échapper. Il n'y a plus de dessin animé, c'est complètement inintéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conséquences négatives à ce problème. Donc la structure, elle est toujours la même. Il faut au minimum les détails indispensables pour que tout soit logique. Il faut toujours suivre situation, puis il y a un problème. Ce problème doit avoir des conséquences négatives, sinon l'histoire ne tient pas la route. Et ensuite, on va arriver sur une fin heureuse. Alors ça peut être aussi une fin malheureuse. Dans le cas de storytelling de vente, à ce moment-là, le produit qu'on va proposer ou le service qu'on va proposer va arriver tout à la fin. Donc en fait, la star des histoires, c'est jamais l'entreprise qui vend le produit ou le produit lui-même. Et c'est ce qui est extrêmement difficile à comprendre pour beaucoup de commerciaux qui aiment parler de leurs produits. Donc c'est très difficile psychologiquement à faire vraiment du storytelling de vente par exemple, ou même du storytelling en général. Est-ce que du coup, vous avez des ouvrages à conseiller par rapport à avoir des conseils sur ce storytelling, à construire ce storytelling? Alors, moi j'ai deux ouvrages, j'en ai un peu complet qui remet le storytelling dans le cadre de son ensemble dans la vente, qui est le bouquin Vendre, mon bouquin Vendre sur Amazon. Pour ceux qui sont intéressés juste par uniquement la toute petite partie storytelling sans le cadre commercial autour, mais même si c'est de la vente, juste cet aspect-là, il y a le storytelling de vente, toujours sur Amazon. Et sinon, j'aime bien l'américain Seth Godin, qui a écrit Storytelling en marketing. Alors Seth Godin, c'est le gourou du marketing américain de la permission. Donc c'est un gars qui est très intéressant, qui fait des conférences. Donc ça, je recommande de toute façon de lire à peu près ou de regarder tout ce que fait Seth Godin. Dès lors qu'on travaille dans le marketing, dans la communication, dans le business en général. C'est un gars qui est hyper intelligent et qui raconte que des choses intéressantes.